Bonjour, je vais commencer avec cette vidéo une série dédiée à l'information génétique. Je m'intéresse aujourd'hui au sujet de la localisation et la nature de l'information génétique. La reproduction est une caractéristique des êtres vivants. Le gamète mâle s'unit avec le gamète femelle pour produire un nouvel être vivant qui conserve les caractères de son espèce. Tout le monde sait qu'un gamète mâle issu du chien qui féconde le gamète femelle du chien ne peut produire qu'un petit des chiens, donc qui conserve les caractéristiques de son espèce. De la même façon, l'union de deux gamètes, un gamète mâle et un gamète femelle de l'espèce chat, ne peut produire qu'un chaton. Ça veut dire que les deux gamètes mâles et femelles contiennent déjà un programme génétique. C'est l'information génétique. Cette information est transmise depuis les gamètes vers le nouvel être vivant et conserve les caractères de cette espèce. Pour tous les organismes vivants, on cherchait à préciser l'emplacement exact de cette information génétique. Alors, pour tous les animaux, pour les insectes, pour tous les végétaux, on se cache cette information génétique. Voici une plante ici. Alors, chez cette plante, où se trouve cette information génétique qui conserve donc ses caractères héréditaires? Est-ce que c'est au niveau des racines, ou bien au niveau de la tige, ou bien au niveau des feuilles, ou alors des fleurs? Où cette information génétique se trouve dans les fruits? Ou alors, est-ce qu'elle se trouve dans les bourgeons? Non, l'information génétique, ce secret génétique se trouve partout au niveau de l'organisme. Vous savez, c'est la cellule qui est l'unité structurale et fonctionnelle de l'organisme. La cellule, unité structurale et fonctionnelle de l'organisme. Voici un schéma représentant une cellule. Comme vous savez, une cellule se compose d'une membrane cytoplasmique qui entoure ce cytoplasme et à l'intérieur, on a généralement la présence d'un ou plusieurs noyaux. Donc, toute activité concernant un organisme vivant revient à parler donc de ces cellules. Et par conséquent, c'est dans la cellule où va se trouver, où va être cachée l'information génétique qu'on cherche. Et c'est au niveau de cette cellule qu'il y aura donc expression de cette information génétique pour donner un caractère héréditaire donné. Alors, je vais poursuivre cette question. Où se trouve cette information génétique au niveau de cette cellule? Est-ce que c'est au niveau de la membrane cytoplasmique ou c'est dans le cytoplasme ou alors c'est dans le noyau? Ce n'est pas au niveau de la membrane cytoplasmique. La membrane cytoplasmique intervient dans le contrôle de la perméabilité et les échanges de la cellule avec le milieu extérieur. Alors, est-ce que c'est dans le cytoplasme ou dans le noyau? Plusieurs expériences historiques ont été menées pour arriver à une réponse. Beaucoup d'entre elles consistent à diviser la cellule en deux parties. On coupe la cellule en deux parties. Une partie qui contient le noyau, qu'on appelle partie nucléée, et une partie qui ne contient pas le noyau et qu'on appelle donc une partie anucléée. Puis, les chercheurs ont observé le devenir de chacune de ces deux parties. Alors, que ce soit chez l'amibe, qui est un protozoaire, c'est-à-dire un animal unicellulaire microscopique avec une seule cellule ici, c'est l'amibe, ou pour la citabulaire, une petite algue marine, on obtient toujours les mêmes résultats. Regardez, si on coupe une amibe en deux parties, une partie nucléée et une partie anucléée, et si on coupe aussi une acétabulaire en trois parties ici, le chapeau, puis cette partie qui fait place donc d'une tige, et puis cette base rhizoïde qui contient le noyau. Alors, c'est toujours la partie nucléée qui reste en vie et régénère une nouvelle cellule, ici régénération d'une nouvelle amibe.
et la partie qui contient le noyau chez l'acétabulaire régénère aussi une nouvelle acétabulaire, alors que la partie anucléée dégénère, une dégénérescence, la même chose pour le chapeau, la même chose ici. Ici, l'amibe qu'on obtient après régénération, c'est la même amibe que l'amibe d'origine, c'est-à-dire elle conserve les mêmes caractères héréditaires. La même chose ici, l'acétabulaire qu'on va obtenir, c'est la même acétabulaire que celle d'origine, c'est-à-dire qu'elle conserve les mêmes caractères héréditaires. Cela peut conduire donc à déduire que c'est bien le noyau qui héberge et protège l'information génétique dans la cellule. Autre expérience historique chez cette même algue acétabulaire qui confirme ce résultat. Regardez. Expérience de greffe croisée du noyau. Si on prend donc cette acétabulaire dite espèce Acetabularia mediterranea et une autre espèce différente appelée Acetabularia crenulata, donc on va couper les deux acétabulaires en deux parties chacune. Voilà. Une partie contient la tige et le chapeau, donc c'est la partie anucléée. Et la partie basale, c'est la partie nucléée. La même chose ici. Une partie anucléée en haut et une partie nucléée en bas. Puis, on va prendre la partie basale des deux acétabulaires ici. Puis, on va faire une greffe croisée des deux noyaux. C'est-à-dire qu'on va prendre le noyau de l'espèce Mediterranea. On va le greffer dans la partie basale de l'acétabulaire de l'espèce Acetabularia crenulata. Et le noyau de la deuxième acétabulaire, on va le greffer aussi à son tour dans la première partie. Donc, il y a un échange des deux noyaux entre les deux parties basales. Voilà ce qu'on va obtenir. Alors, cette partie basale va croître et elle va donner l'espèce crenulata. Regardez ici, la partie basale de l'espèce crenulata aussi va croître, mais elle va donner le chapeau de l'espèce Mediterranea. Alors ici, on voit très bien que l'acétabulaire qu'on obtient va hériter les caractères génétiques, les caractères héréditaires de celle qui a donné le noyau. Ça prouve donc aussi, une nouvelle fois, que c'est le noyau qui est bien le centre de l'information génétique. Même chose pour les organismes pluricellulaires. Des expériences historiques ont été faites et ont démontré que c'est le noyau qui est le centre de l'information génétique. Donc, l'expérience historique très connue de Gordon en 1960 donc, a prouvé ce résultat. Regardez. Ce chercheur donc a choisi de travailler sur une grenouille, un xénope. Il a choisi donc un xénope albinos non coloré et un xénope de couleur verte. Voilà. À partir du premier xénope albinos, il a pris des cellules somatiques dans lesquelles donc il a isolé le noyau. Donc il va conserver ce noyau et à partir du xénope vert, il a pris aussi des cellules germinales cette fois-ci, des ovules, où il va conserver le cytoplasme et il va éliminer le noyau. Et sur cet ovule, il va greffer, regardez, le noyau déjà isolé à partir de la cellule du xénope albinos. Voici le noyau à l'intérieur de la cellule. Cette cellule va croître, va se développer, va se multiplier et va donner donc après développement un nouveau xénope. Et regardez que le xénope est de la variété albinos. Le xénope albinos. Ça prouve quoi? Ça prouve que le caractère héréditaire qui est ici manque de pigments est hérité à partir du noyau et non pas de cytoplasme. Si c'était le cytoplasme qui donne les caractères héréditaires, on obtiendrait ici un xénope vert, mais on a obtenu un xénope albinos, c'est-à-dire que l'information génétique se trouve dans le noyau. Après ces conclusions, les chercheurs se penchaient sur
Un autre sujet, c'est de déterminer la nature chimique exacte de cette information génétique. Nature chimique de l'information génétique. À l'époque, on ne savait pas encore grand-chose sur la nature chimique de l'information génétique. On ne savait pas encore qu'il s'agissait de l'ADN. Donc le premier chercheur qui a essayé de travailler sur ce sujet, c'était Griffith en 1928. C'était un médecin britannique, donc en 1928. Il travaillait sur la maladie de la pneumonie, qui était dangereuse à l'époque. Il étudiait les bactéries responsables de cette maladie, les pneumocoques. Il constata la présence de deux souches différentes de cette bactérie, une souche R et une souche S. Il constata que c'est la souche S qui était virulente et pathogène et mortelle, alors que la souche R était non pathogène. En les comparant, il a observé que la souche S contenait une capsule, alors que la souche R est dépourvue de cette capsule. Donc la souche S possède une capsule que n'a pas la souche R. C'est une comparaison entre les deux souches. La virulence donc de cette souche S est liée à la présence de cette capsule qui la protège contre l'immunité de l'organisme. Griffith mena donc des expériences concernant ces bactéries. Voici un aperçu sur ces expériences. Expérience de Griffith en 1928. Dans une première expérience, Griffith a injecté à des souris des pneumocoques de type R. Il a observé que ces souris restent en vie et leur sang contient des bactéries de la même souche injectée, c'est-à-dire les bactéries R. Dans une deuxième expérience, il a fait la même chose, il a injecté à des souris, cette fois-ci, la souche S. Il va observer que ces souris meurent. Et dans leur tissu, dans leur sang, il avait trouvé des bactéries de souche S. C'est normal, ce sont les bactéries qu'elle avait injectées à ces souris. Donc, ces deux résultats sont normaux, puisque donc la survie de la première souris confirme que la souche R est non pathogène, et la mort de la deuxième souris confirme que la souche S est virulente et mortelle. Je passe maintenant à la troisième expérience. Griffith a injecté à un troisième groupe de souris des pneumocoques de souche S, mais tués cette fois-ci avec de la chaleur. Ce sont des S tués. Et il observa que ces souris restent en vie et leur sang ne contient pas de bactéries. C'est normal puisqu'il n'y a pas de bactéries, puisque les bactéries S sont tuées par la chaleur. Maintenant, on passe à la quatrième expérience. Il va injecter cette fois-ci à un quatrième groupe de souris un mélange, regardez, un mélange des aires vivantes et des S tuées par la chaleur. Les constituants de ces bactéries de type S ont été partiellement détruits. Il a injecté ce mélange de bactéries donc à ce groupe de souris. Il va constater que les souris meurent. Et il observa que leur sang contenait des bactéries de souche S. Ces bactéries de souche S virulentes qui ont causé la mort des souris n'ont pas été injectées à la souris. C'était les souches R qui ont été injectées. Alors d'où viennent ces bactéries de souche S? Ils ne peuvent provenir que de ces souches R. Donc cette expérience confirme que les bactéries de souche R ont été transformées en bactéries de souche S en présence des souches tuées S. Ça veut dire donc qu'il y a une substance inconnue qui a pu être transmise des S tuées vers des aires vivantes pour les transformer en S vivantes. Cette substance étant inconnue,
Griffith l'appela donc un principe transformant et elle appela donc ce phénomène une transformation bactérienne. Transformation bactérienne. Elle a obtenu des ès vivantes à partir des aires vivantes. C'est une transformation bactérienne en présence des ès tués. C'est le principe transformant donc qui a pu transformer ces aires vivantes en ès vivantes. L'étape suivante était de déterminer la nature de ce principe transformant qui a pu transformer les bactéries de souche R en souche S. Mais ça a dû prendre quelque temps. Ce n'est qu'en 1944 qu'un autre chercheur, Avery, et ses collaborateurs ont pu donc mener des expériences pour déterminer la nature de ce principe transformant. Ils sont partis d'une idée déjà prouvée, c'est que c'est le noyau qui contient l'information génétique et par conséquent, c'est le noyau qui contient le principe transformant. Donc il suffit de faire l'analyse de ce noyau pour déterminer ses constituants chimiques. Regardez, ils ont pu trouver donc plusieurs constituants dans le noyau comme l'eau, les lipides, les protéines et puis un acide nucléique dont la nature est inconnue, dont le rôle est inconnu aussi, qui est l'ADN, et un autre acide nucléique aussi, dont le rôle est inconnu, qui est l'ARN. Alors, ces deux acides nucléiques étaient connus, mais on ne savait pas encore leur rôle. Donc, l'un au moins de ces constituants de noyau, c'est le principe transformant. Mais lequel? Pour arriver donc à déterminer le candidat, Avery devrait avoir donc un esprit de génie pour imaginer et inventer une expérience capable d'élucider ce mystère. C'est un peu comme une enquête policière, quoi. D'abord, il commença par restreindre cette liste, donc il ne peut s'agir de l'eau, impossible, puisque l'eau se trouve donc partout dans la cellule, dans le cytoplasme aussi. Il ne peut pas s'agir non plus des lipides. Les lipides se trouvent surtout dans la membrane cytoplasmique. Mais il peut s'agir peut-être des protéines, ou bien de l'ADN, ou bien de l'ARN. Ce sont les trois candidats que Avery et ses collaborateurs ont pu donc conserver pour leurs recherches. Le principe d'Avery et ses collaborateurs était simple. Donc, ils ont repris les mêmes expériences de Griffith avec les mêmes souches de bactéries S et R injectées aux souris, mais en supprimant à chaque fois l'un des constituants soupçonnés ici d'être le principe transformant, c'est-à-dire soit les protéines, l'ADN ou l'ARN. Regardez. Alors voici donc l'expérience d'Avery. Il a pris donc les estuiers plus des protéases. Donc ces enzymes vont détruire les protéines, puis il va ajouter les aires vivantes. Donc, parmi ces trois constituants qui étaient donc des candidats, il va supprimer les protéines en utilisant ces enzymes protéases. Il va injecter le tout à des souris et il va observer que ces souris meurent. Ça veut dire que les aires vivantes ont été transformées en ès vivantes. Oui, donc il y a transformation bactérienne. Les R ont bien été transformés en S. Donc il y a le principe transformant. Ça veut dire que le principe transformant n'était pas des protéines. Le doute persiste entre soit l'ADN et l'ARN. Il va faire donc la deuxième expérience. Il va refaire la même expérience. Toujours des estuiers avec des aires vivantes, mais cette fois-ci, il va éliminer un autre constituant. Il va utiliser cette fois-ci une enzyme appelée la DNase. Donc, il va détruire l'ADN. Voilà. Il va injecter le tout à des souris et il va constater que ces souris restent en vie.
Ça veut dire qu'il n'y avait pas de transformation. Il n'y a pas de transformation de R en S, pas de transformation. Ici. C'est pourquoi la souris reste en vie. Parce qu'il n'y a pas de souche S. Ça prouve quoi? Ça prouve que lorsque le principe transformant a été éliminé. Et c'est quoi le constituant éliminé ici? C'est l'ADN. Donc, c'est l'ADN qui devrait être le principe transformant. Mais en attendant, il doit faire aussi l'essai sur l'ARN. C'est la troisième expérience. Regardez. Des estuiers plus une enzyme appelée ARNase qui va détruire l'ARN. Voilà. Plus des aires vivantes. Elle va injecter le tout à un troisième groupe de souris. Et elle va constater que ces souris meurent. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait transformation bactérienne de R en S. Donc, il y a le principe transformant. Il n'a pas été détruit, ce principe transformant. Donc, ce n'est pas l'ARN, ce n'est pas les protéines, mais c'est l'ADN qui est le principe transformant. C'est la conclusion d'Avery. Donc, c'est le premier chercheur qui a dit que c'est l'ADN qui est le principe transformant et donc l'information génétique. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Dans les vidéos à venir, je parlerai des phénomènes liés à l'information génétique comme sa réplication, sa transcription et sa traduction. Je parlerai aussi de la structure de la molécule d'ADN, c'est-à-dire la double hélice.